Aujourd'hui, les entreprises doivent changer leur manière de fonctionner, de voir et de penser. Leur principale caractéristique se base toujours sur une recherche maximale de profit dans une société de surconsommation. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas la seule nouveauté. Les entreprises vont devoir s'adapter à des changements de mœurs, notamment en ce qui concerne l'écologie et l'environnement. Par exemple, à la caisse, l'entreprise Yves Rocher propose des tote bags en tissu qui seront donc réutilisables et cela aujourd'hui plaît aux clients. Les entreprises font également face aux nouvelles technologies et mettent en place beaucoup de digitalisation dans les points de vente, avec par exemple des bornes qui permettent d'élargir l'assortiment du magasin. Cela a pour but de ne jamais pouvoir dire non aux clients, puisqu'aujourd'hui, si un consommateur ne trouve pas ce qu'il souhaite en boutique, nous savons qu'il n'aura pas de mal à le trouver sur Internet. Enfin, les entreprises connaissent de nouvelles organisations qui mettent en avant le collectif plutôt que l'individuel afin de tirer profit de chacun des individus. C'est un outil efficace pour développer la cohésion, fluidifier les rapports, libérer la créativité et l'authenticité des collaborateurs. Cette approche permet à chaque individu de se sentir d'autant plus impliqué au sein de l'organisation et de devenir acteur de la vision et des projets de l'entreprise. C'est à partir de ce dernier point que nous allons pouvoir étudier 4 modèles avec leur façon de manager. Celui des associations, des services publics, des PME à croissance limitée et des grandes entreprises. Je vais maintenant vous parler du modèle des services publics. Mais en quoi consiste ce modèle ? Eh bien, ce modèle se définit comme une activité dont l'objectif est de satisfaire un besoin d'intérêt général. En effet, les services publics sont exercés par l'État ou les collectivités territoriales, mais encore par tout organisme privé ou public doté des prérogatives lui permettant d'assurer cette mission. De ce fait, de nombreux secteurs d'activité sont directement liés à l'État. Nous pouvons citer par exemple la justice, la police ou encore les finances publiques. Il est également important de préciser que les services publics reposent sur 3 principes fondamentaux qui sont les suivants. Il y a tout d'abord le principe de continuité, qui consiste à avoir la capacité de satisfaire continuellement les besoins collectifs afin de ne pas provoquer de coupure. Ainsi, l'activité de service public n'est interrompue que lorsqu'elle fait face à un cas de force majeure. Ensuite, le principe de mutabilité consiste à s'adapter aux évolutions et aux besoins des collectivités. Ce principe est intimement lié à celui de continuité. Ainsi, le principe d'égalité consiste à mettre tous les usagers sur un même pied d'égalité et ainsi disposer d'avantages identiques que ce soit un service public administratif ou un service public industriel et commercial. Cependant, ce principe n'a pas pour but d'accroître les inégalités sociales, surtout au niveau des prix. Le service public a connu dans son développement de nombreuses réformes dans le but de moderniser l'État. De plus, il a souvent été remis en cause dans de nombreux débats politiques à cause de l'influence du droit de l'Union européenne en général. Il y a en fait 2 sortes de services publics qui se confrontent et qui sont le service public à la française et le service d'intérêt économique général qui résulte des traités. Mais quel type de management peut-on utiliser dans les services publics ? Eh bien, le management des organisations publiques a beaucoup de mal à trouver son identité. En fait, il est indirectement instauré dans les réformes sans pour autant employer le terme de management. Cependant, la définition en ce qui concerne le management du service public européen pourrait être la suivante. Il consiste à la mise en œuvre de l'ensemble des processus d'organisation, de pilotage et de contrôle des organisations publiques qui visent à améliorer leur efficacité et leur efficience dans le contexte de leurs compétences. De ce fait, les responsables de secteur public vont pouvoir piloter leurs organisations en mettant en place différentes techniques et méthodes et ainsi avoir une certaine autonomie. Il faut savoir que dans la plupart des pays de l'Union européenne, les responsables de secteur vont alors définir les grandes orientations en les déclinant à travers des outils tels que la planification stratégique, l'optimisation des ressources humaines, le contrôle de qualité, le marketing public et enfin l'évaluation. Alors, nous pouvons conclure que le management stratégique est au cœur des méthodes et des outils des organisations publiques. En effet, ces dernières mettent en place des procédures et des moyens au service d'un processus de pilotage global et cohérent. Par conséquent, la particularité des organisations publiques ne remettra pas en cause les principes de management stratégique, mais influencera la conception et la mise en œuvre des processus de vie. Comme la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leur connaissance de leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. Par exemple, l'ASPA a pour but de protéger et de prendre soin des animaux souvent abandonnés par leur maître pour qu'ils soient ensuite adoptés par une nouvelle famille. Elle n'a donc pas un but lucratif. Si elle réalise des bénéfices par le biais de différentes actions, ils ne seront pas répartis entre les membres de l'association mais introduits dans celle-ci pour la faire évoluer. Leurs sources de revenus peuvent venir de dons, mais aussi par le biais des cotisations que payent les membres ou grâce aux partenaires. La SPA de Valence a comme partenaire le magasin Clone qui verse 3 € à l'association sur chacune de leurs ventes. Cependant, une association est constituée de bénévoles mais également de salariés qui seront évidemment rémunérés sans remettre en cause le caractère non lucratif de celle-ci.
L'association utilise le management associatif. Avec l'ASPA de Valence, nous constatons que l'association comprend dans son équipe des employés, avec une secrétaire par exemple, mais aussi des bénévoles qui viennent passer du temps avec les animaux, les promener, les nettoyer. Mais il y a aussi des administrateurs composés du président, du trésorier et de la secrétaire, qui peuvent être des employés ou des bénévoles. Dans le cas de l'ASPA, ils seront élus à l'Assemblée générale. Il faut alors jongler entre des personnes qui ont des disponibilités variables et des compétences diverses. Les employés sont régis par le Code du travail. Quant aux bénévoles, ils sont régis par leur morale et leurs valeurs. On ne peut donc pas manager ces deux catégories de personnes de la même manière, car ils ont des besoins et des objectifs différents. Dans certaines grosses entreprises, il peut y avoir deux équipes managériales, une pour les bénévoles et l'autre pour les employés. Mais à l'ASPA de Valence, le président s'occupe des deux entités. Ceci dit, elles doivent toutes deux être impliquées de la même manière. Dans l'association, chacun doit se sentir considéré. Il y a donc en place un système démocratique avec une assemblée générale réunissant tous les membres au moins une fois par an. De plus, la responsabilité individuelle va être développée en clarifiant les rôles légitimes à la place de chacun. Une fois les tâches accomplies, le but est de les harmoniser en faisant travailler ensemble les bénévoles et l'équipe des salariés. Par exemple, à la SPA de Valence, les bénévoles vont aider les autres membres du personnel à garder les enclos propres. Enfin, pour stimuler plus de personnes à devenir bénévoles, l'association met en place des avantages avec les partenaires pour les adhérents, comme 10% de réduction dans le magasin Oh My Dog en étant adhérent à la SPA de Valence. C'est aux PME qui sont de petites et moyennes entreprises composées de moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros. Parmi les PME qui arrivent à se développer, certaines sont appelées les gazelles car ce sont celles qui se développent le plus vite. Ces PME à forte croissance sont aujourd'hui considérées comme majeures au développement de l'économie de par leur potentiel de contribution à la croissance de l'économie et à la création de l'emploi. Cependant, elles se font rares. Cela s'explique par une insuffisance de rentabilité et une sous-capitalisation, c'est-à-dire une insuffisance de réserves financières par rapport à ces dettes, engendrant d'importants risques de faillite. D'autres PME ne se développent pas aussi rapidement. Cela peut s'expliquer de deux manières. Tout d'abord, cela peut être lié à la potentialité du marché qui est faible, ce qui ralentit considérablement la croissance de l'entreprise. On parle alors de politique de survie. Autrement dit, ces PME ont pour but de se pérenniser. Ensuite, cela peut être un choix des dirigeants qui n'ont pas l'intention de faire croître leur entreprise pour des raisons de contrôle afin de s'assurer une forte rentabilité et ainsi limiter les risques de dette et de faillite. Ainsi, l'objectif principal de ces PME est la rentabilité et la pérennité afin d'obtenir une croissance dans le type de management qui est adopté dans ces entreprises dépend de la vision et de la personnalité du dirigeant. Ainsi, il n'y a pas de type de management représentatif des PME. En effet, plusieurs types de management devraient être maîtrisés afin d'utiliser le meilleur en fonction de la situation et de la personnalité des collaborateurs pour obtenir les meilleurs résultats possibles. On parle dans ce cas de management situationnel. La théorie de ce style de management met en avant l'importance des compétences et de la motivation, deux éléments permettant de mesurer l'autonomie de chaque collaborateur. Le manager va ainsi se demander si le collaborateur dispose des capacités nécessaires pour réaliser certaines tâches, puis il se questionnera sur la volonté de ce collaborateur à les réaliser. Une fois ces deux facteurs mesurés, cela permet de jauger graduellement de 1 à 4 l'autonomie de ce collaborateur. Par exemple, un collaborateur très compétent mais pas motivé sera au niveau d'autonomie le plus faible. Pour atteindre le plus haut niveau d'autonomie, le collaborateur doit être compétent et très motivé. Cependant, le niveau d'autonomie d'une personne peut varier selon le moment et la tâche confiée. Par exemple, si nous gardons à un poste de travail un collaborateur souhaitant évoluer professionnellement, sa motivation diminuera. De plus, à chaque niveau d'autonomie correspond un type de management. Ainsi, pour le premier niveau, il est préférable d'utiliser un management directif, c'est-à-dire un management centré sur la tâche à réaliser. Cela va permettre d'avoir une évolution sur un laps de temps court grâce à un manager qui va cadrer son salarié et le former. Ainsi, ce type de management peut être utilisé lorsqu'il faut agir vite. Les grandes entreprises sont des structures qui se caractérisent par leur effectif important et leur chiffre d'affaires très élevé. Selon la loi, une grande entreprise compte au moins 5000 salariés. Elle génère un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d'euros ou présente un bilan de plus de 2 milliards. Mais toutefois, il suffit qu'une entreprise réponde à au moins l'un de ces critères pour qu'elle soit considérée comme grande entreprise. Prenons l'exemple de l'entreprise Phoenix Pharma. Elle compte moins de 1000 salariés, mais un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard d'euros, donc nous la considérons comme une grande entreprise. On peut tout d'abord lier la grande entreprise à un système capitaliste, car c'est ce fonctionnement qui la fait vivre, mais aussi pour le fait qu'elle a besoin de la technologie moderne pour vivre, mais aussi survivre. De plus, une grande entreprise concentre énormément de capital, ce qui est tout aussi une tendance capitaliste.
Le modèle des grandes entreprises repose aussi sur deux facteurs majeurs. L'expérience qui amène au deuxième facteur, les économies d'échelle. Ce modèle ne pourrait pas bénéficier de ces facteurs sans sa capacité à influer sur le prix, le lobbying et aussi ses parts de... Ce modèle ne repose pas seulement sur un fonctionnement capitalistique, mais aussi sur une efficacité structurelle qui se caractérise par le fait de prendre de bons choix internes parmi des décisions complexes, mais aussi d'une autorégulation au sein de l'entreprise avec ses membres. Parlons maintenant des deux différents types de management qui peuvent concerner les grandes entreprises. Nous avons d'abord le management persuasif, mais aussi le management lean. Pour le management persuasif, cela passe par une structure bien organisée et bien établie avec des échanges entre les collaborateurs. Le manager qui utilise le management persuasif a pour but de guider pour entraîner la réussite de ses collaborateurs en les fixant vers le haut pour atteindre de nouveaux sommets à travers des objectifs fixés. C'est un management plus... Celui-ci a pu être utilisé par Bill Gates à l'époque où il occupait des tâches exécutives chez Microsoft. Il était à l'écoute de ses équipes et il n'hésitait pas à se remettre en question pour permettre la réussite du groupe. Nous pouvons aussi parler du management lean pour les grandes entreprises. Ce modèle est inspiré du système de production Toyota. C'est une méthode de gestion et d'organisation du travail qui vise à améliorer les performances d'une entreprise en ce qui concerne sa qualité et la rentabilité de sa production. En effet, ce type de management passe par le fait d'optimiser les processus en éliminant des causes de non-qualité et de complexité, comme par exemple des transports inutiles ou bien une surproduction. Cela passe aussi par une compréhension du client pour obtenir sa satisfaction. Tout cela n'est pas possible sans un des axes majeurs du lean management, une très bonne communication entre collaborateurs ainsi qu'une délégation des tâches. Cela va permettre à toute personne, même simple salarié, de se sentir valorisé dans leurs tâches et d'avoir un sentiment d'appartenance, mais aussi de responsabilité à l'égard de l'entreprise. Nous pouvons résumer ça par le fait de définir et d'aligner la contribution de l'équipe à la performance de l'entreprise. Le management associatif doit prendre en charge deux entités bien distinctes, les bénévoles et les employés. En ce qui concerne le management stratégique, il est beaucoup moins basé sur le relationnel que le management persuasif. Pour les points communs, nous avons vu que chacun de ces managements essaye d'intégrer les individus dans l'entreprise. D'après nous, le management utilisé dépend du nombre d'employés, du but de l'entreprise, de ses valeurs, mais cela reste théorique et le management dépend évidemment du manager et peut donc varier d'une entreprise à une autre, tout à structure égale. En gros, on a utilisé un